Bonjour, nous parlons aujourd'hui avec Arnaud Dubien, qui est directeur de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS. Alors, on va parler de Russie et de Poutine. Est-ce que Navalny est un véritable danger pour Poutine qui va devoir être confronté à sa personne jusqu'à la fin de son mandat? Non, Alexei Navalny ne constitue pas un véritable danger pour Vladimir Poutine, lequel n'en a pas peur, ce qui peut paraître paradoxal au vu des moyens qui sont employés ces derniers mois pour le faire taire. Ceci dit, Alexei Navalny a effectivement changé d'échelle, changé de statut. Il n'est plus simplement un trouble-fête, un élément perturbateur comme il était vu ces dernières années à Moscou, un élément perturbateur avec lequel le pouvoir jouait à cache-cache. Aujourd'hui, il est perçu comme un ennemi soutenu par des puissances occidentales et il est traité comme tel, si j'ose dire. Alors, que pèse aujourd'hui Navalny en Russie? C'est difficile à dire, même si on a quand même quelques sondages réalisés pour certains très récemment, pour d'autres à l'automne dernier. Le dernier sondage de l'Institut Levada, par exemple, montrait que 19% des Russes soutiennent aujourd'hui l'action d'Alexei Navalny. C'est un peu moins qu'à l'automne, ce qui peut paraître surprenant. Ce que montre également ce sondage, c'est que 56% des Russes, contre 50 au mois d'octobre, ne soutiennent pas, désapprouvent l'action d'Alexei Navalny. Le même sondage montre que 5% des Russes disent faire confiance à Alexei Navalny en sondage ouvert. C'est intéressant parce que c'est à peu près le même niveau que Zyuganov, le chef du Parti communiste. C'est très loin en revanche de Poutine, qui est à 29 dans ce genre de questions ouvertes. Donc à ce stade, pour résumer, Navalny n'est pas perçu comme une alternative crédible par une majorité de Russes. Ceci dit, le pouvoir ne peut clairement plus l'ignorer. Alors, expulsion de diplomates européens, arrestation de Navalny dès son arrivée, tout ceci, bien sûr, choque les Occidentaux. Est-ce que Poutine a renoncé à avoir des bonnes relations avec les Occidentaux et notamment avec les Européens? C'est en tout cas l'impression qui peut prévaloir après la visite de Josep Borrell à Moscou il y a une dizaine de jours, après également les récentes déclarations du ministre russe des Affaires étrangères Lavrov. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce malentendu, ces rancœurs, ces incompréhensions, qui aujourd'hui deviennent assez vives, ça remonte aux années 90, voire aux années 2000. C'est-à-dire, au fond, au moment où la Russie a décidé que sa vocation n'était pas de s'intégrer dans une sorte d'Occident élargi comme elle l'avait pensé au début des années 90. Je dirais le tournant, c'est peut-être 2004, avec deux dates importantes, l'élargissement de l'Union européenne à des pays qui historiquement sont hostiles à la Russie. C'est également la première crise ukrainienne dans ce qu'on appellera un peu plus tard le voisinage partagé, voisinage qu'en réalité personne n'a l'intention de partager. Il y a eu ensuite 2014, la crise ukrainienne, qui marque clairement la fin des illusions sur la convergence entre la Russie et l'Union européenne, convergence qui d'ailleurs était souvent comprise comme une forme d'acceptation par la Russie du modèle occidental. Aujourd'hui, c'est une nouvelle gradation, c'est une nouvelle étape. La Russie signifie, et c'est le sens de la visite de Borrell à Moscou et de ses résultats, la Russie signifie à Bruxelles, aux Européens, qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a plus de discussion plus possible, ce qu'elle considère comme relevant de ses affaires internes, les affaires de politique intérieure. Donc plus de dialogue, la Russie n'est plus demandeuse de dialogue politique aujourd'hui avec Bruxelles, en tout cas plus selon le calendrier et les modalités souhaitées par l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y aura une absence totale de dialogue. Je pense qu'il y aura un recentrage sur le format bilatéral, sur l'économie. La Russie souhaite ce que souhaite également l'Union européenne, hein, c'est-à-dire une sorte de coopération à la carte. En attendant, en tout cas, le Kremlin se sent fort aujourd'hui. Je pense que le Kremlin va laisser venir, entre guillemets, les Européens au cours des années à venir. Alors, comment justement les Européens et la France peuvent réagir? Quelle est la marge de manœuvre entre laisser faire ou ne rien accepter? La vérité, c'est que l'Union européenne, les Occidentaux en général, la France ont assez peu de leviers. On est assez loin des années 90, des années 2000, quand la Russie dépendait de l'aide financière internationale, quand la Russie considérait également l'Occident comme un modèle à suivre. Ce n'est plus le cas. Alors, tout dépend évidemment de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on se contente de gérer la Russie, entre guillemets? Est-ce qu'on souhaite l'engager, comme disent les Américains, voire coopérer de façon sélective? Ou est-ce qu'on envisage de la transformer? Je pense que beaucoup à Bruxelles vivent dans l'illusion que l'on peut transformer la Russie. Et les objectifs qui sont fixés sont peu réalistes parce qu'ils procèdent encore une fois de cette
illusion qui résulte des années, à mon avis, des années 90, voire du tout début des années 2000. Cette illusion d'une Russie finalement à notre image, ou qui doit être à notre image, reste très prégnante dans les cercles politiques occidentaux. Alors, s'agissant de ce qu'on peut faire concrètement, je pense encore une fois que tout ne va pas disparaître, même si la rhétorique se durcit, les coopérations économiques, très clairement, les deux parties y ont intérêt. Les coopérations universitaires sont dans l'intérêt bien compris des deux parties, et en particulier de la partie européenne et française. Il y a également tout le volet culturel, et tout ça n'est pas anodin, permet de maintenir des liens dans les périodes les plus tendues. Pour ce qui est de la France, je crois qu'il y a peut-être une révision à opérer. Révision qui pourrait prendre la forme d'une renationalisation de sa politique russe. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de prendre acte du fait que la France a une autre histoire, une autre géographie, d'autres intérêts aussi que beaucoup de ses partenaires de l'Union européenne, et que la France ne vendra pas, entre guillemets, sa nouvelle politique russe, telle qu'elle a été proclamée par le président Macron en 2019, si tant est qu'il en reste quelque chose aujourd'hui, à ses autres partenaires. Donc si l'on veut faire des choses, ce sera dans un cadre plutôt national, le cadre européen devant être vu plutôt comme, je dirais, un garde-fou, un cadre d'ensemble, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de nos partenaires font, à commencer par l'Allemagne. Merci Arnaud Dubien. Merci.